Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Mon nom est Paul Fortier. Je suis directeur du département de génie électrique et de génie informatique à l'Université Laval. Donc, bienvenue dans ce kiosque virtuel, dans cette présentation virtuelle des programmes de génie électrique et de génie informatique. On va surtout présenter les programmes de baccalauréat. S'il y en a qui sont là pour des programmes de deuxième et troisième cycle, on pourra répondre à vos questions aussi après. Avec moi, j'ai le professeur Wang Lewi, qui est directeur des programmes de baccalauréat en génie électrique et de baccalauréat en génie informatique. Alors, bonjour Wang. Bonjour. Donc, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Peut-être avant de... Vous savez que vous pouvez... bon, il y a déjà une petite discussion ici. Tout le monde dit bonjour, OK, c'est ça. Peut-être, si vous pouvez lever votre main là, électroniquement, ceux qui proviennent de l'extérieur du Québec, peut-être vous pourriez lever votre main. On a peut-être une petite idée de ceux qui proviennent de l'extérieur du Québec. OK, c'est bien. On pourra aussi répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus spécifiques sur, pour les étudiants étrangers, l'immigration, tout ça, c'est la faculté de sciences et génie là, qui peut répondre à ces questions-là. Il y a des séances d'information sur les conditions d'admission à 11 h et à 13 h. Je pourrais mettre je pourrais mettre ça dans le chat tout de suite, comme ça tout le monde l'aurait. Attendez un peu, je vais le laisser à tous. Alors, je viens d'envoyer dans le chat les liens pour les périodes d'échange sur les conditions d'admission. Et bon, donc, je suppose que le reste, vous êtes à peu près tous probablement des cégepiens du Québec. Donc, ça va se dérouler en fait en 3 temps. Il y a une première partie, je vais vous présenter un peu la profession, qu'est-ce que c'est le génie électrique, qu'est-ce que c'est le génie informatique. Ensuite de ça, le professeur Lewi va vous présenter un peu plus de détails sur les programmes. C'est un programme de 4 ans qui mène à la profession d'ingénieur, donc à la possibilité de faire partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et ensuite de ça, on pourra répondre à vos questions. Donc, je vais partager mon écran pour la première partie de la présentation. Et ça va se faire un peu sous forme d'un jeu questionnaire. Là, vous pouvez répondre le jeu de devinette, là, mais vous n'avez pas besoin de répondre électroniquement. Je vais juste partager l'écran ici. Donc, ici. Et là, vous devriez voir oups, alors, vous voyez ici, j'essaie de vous voir en même temps. Je vais juste agrandir la mosaïque. OK, c'est bien. Bon. Alors, le génie électrique et le génie informatique ont un potentiel illimité. Donc, à l'Université Laval, il y a plusieurs programmes de génie qui sont à la faculté de sciences et génie. Il y en a aussi en faculté de foresterie, faculté d'agriculture et alimentation. Nous, au département, on est responsable de 2 programmes, donc génie électrique et génie informatique. Alors, une première question que je pose habituellement aux visiteurs, c'est qu'est-ce que c'est le génie le plus cool? Alors, il y a des indices ici. Vous avez un circuit électronique, vous avez un système de communication. Donc, évidemment, c'est le génie électrique et le génie informatique. Évidemment, il y a d'autres génies comme génie mécanique, génie logiciel, génie civil, génie chimique, génie minier. Il y a une panoplie de génies. Et d'ailleurs, l'ingénieur électrique ou l'ingénieur informatique va être appelé à travailler avec d'autres ingénieurs ainsi que d'autres professionnels comme les architectes, des professionnels en administration, des avocats, tout ça. Donc, c'est important d'être capable de travailler avec de multiples personnes qui proviennent de multiples backgrounds. Donc, pourquoi le génie informatique? Bien, c'est pour participer activement au développement de la société de l'information. Et le génie électrique, c'est au cœur de la conception et de l'exploitation des systèmes électriques et électroniques. Alors, souvent, avant d'aller à l'université, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est un ingénieur. Dans le fond, peut-être qu'on n'en connaît pas ou on en a entendu parler un peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un genre de scientifique qui travaille dans un laboratoire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un casque blanc et qui se promène dans les chantiers? Est-ce que c'est quelqu'un qui est assis à une table à dessin ou qui est dans un bureau ou qui vend des appareils électroniques? Bien, c'est peut-être un peu tout ça.
Ben, quand je dis vend des appareils électroniques, ils ne vendent pas des appareils électroniques chez Best Buy, c'est qu'ils vendent ils vendent des appareils très spécialisés à des clients très spécialisés, puis ils font souvent du service après-vente sur place. Un ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui conçoit des choses, alors dans son domaine. Alors, en génie électrique, il va concevoir des systèmes électriques qui peuvent être des systèmes de distribution électrique, ça peut être des moteurs électriques, des systèmes d'alimentation, des véhicules électriques ou la partie électrique du véhicule électrique. Le génie informatique se distingue de l'informatique et du génie logiciel. On pourrait dire c'est le génie des ordinateurs. Donc, conçoit des circuits pour des ordinateurs, conçoit le logiciel et le matériel pour l'ordinateur, mais au niveau, il y a toujours une partie quand même matérielle qui est assez proche. On parle du génie électrique, mais on parle aussi de l'électronique. En fait, je pourrais dire que la différence entre l'électrique et l'électronique, c'est que quand on parle d'un système électrique, c'est vraiment un système pour la puissance électrique, un système où l'électricité est utilisée comme énergie. Alors que l'électricité est plutôt utilisée pour transmettre des signaux, soit des systèmes de télécommunication, des systèmes de contrôle, des ordinateurs. Donc, c'est un petit peu la distinction. Évidemment, l'électronique est arrivée après avec l'avènement justement premièrement des tubes à vide, puis ensuite de ça des transistors, mais ça demeure, ça fonctionne à l'électricité, donc c'est dans le champ du génie électrique. Alors, si on vient aux ordinateurs, par exemple, on va poser une question. Combien d'opérations par seconde l'ordinateur le plus puissant du monde peut-il effectuer? Alors, on a 442 millions, milliards, après ça, de 1000 milliards, etc. Donc, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Il y a la loi de Moore qui dit qu'à peu près tous les 2 ans, on multiplie par un facteur 10 la puissance des ordinateurs. Pour atteindre ça, maintenant, on a des ordinateurs avec des processeurs qui sont multicœurs. Donc, la réponse à ça, c'est 442 pétaflops, donc la réponse ici. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui est après écrire, on dirait, sur mon board. Vrai ou faux, est-ce que l'humain est meilleur à identifier le contenu d'image qu'un ordinateur? Donc, si on demande à des humains, rapidement, dites-nous qu'est-ce qu'il y a sur l'image. En fait, c'est faux. Les ordinateurs, maintenant, l'humain parvient à identifier correctement 95 des images, mais l'ordinateur, 97 des images. Ça, donc, c'est une autre. Et on voit de plus en plus, tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle, donc c'est quelque chose qui se développe. Et on a des professeurs ici qui font de la recherche en intelligence artificielle, puis on a aussi des cours sur l'intelligence artificielle. Dans une voiture typique, il y a combien de processeurs? Alors, on ne pense pas, on sait que les voitures, bon, on parle de l'électrification du transport, on a des voitures maintenant électriques, mais même dans une voiture qui fonctionne à l'essence, une voiture traditionnelle, on peut avoir jusqu'à 30 à 100 processeurs. C'est pour ça qu'on vous avait entendu parler, à cause des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et des problèmes de production de puces électroniques. Il y a beaucoup de compagnies de voitures qui ont ralenti la cadence de production parce qu'ils n'ont pas les puces pour mettre dans les voitures. Donc, ils ont les moteurs, ils ont les pneus, ils ont tout, sauf les puces électroniques. Et il y a énormément de systèmes de contrôle. On parle des freins ABS, l'antipatinage, contrôleur du moteur, contrôle de l'émission. Donc, il y a beaucoup d'électronique aussi dans une voiture. Ces images-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Alors, on a ici un chien, un paysage, un papillon, un hamburger. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que ce sont toutes des images de synthèse. Ce ne sont pas des photos, ce n'est pas la photo d'un chien ou d'un paysage ou d'un papillon. Ce sont des images synthétiques qui ont été créées par un algorithme d'intelligence artificielle pour générer des images. Alors, c'est là, on voit la puissance de l'intelligence artificielle qui est appuyée évidemment sur des algorithmes, sur du logiciel et aussi sur des processeurs, du matériel très puissant. Au Québec, on est chanceux, toute notre électricité ou à peu près tout est fait à partir de l'énergie, à partir de l'eau, à partir des barrages, de l'hydroélectricité. Et ici, on voit le barrage Manic 5, qui est le plus gros barrage de son type en arche ici au monde. Barrage qui a été inauguré au début des années 70. Quelle est la puissance totale dans les réservoirs d'Hydro-Québec? Parce qu'en fait, un système hydroélectrique
le réservoir en arrière, c'est comme une immense batterie où on ouvre les vannes plus ou moins pour faire produire plus ou moins d'électricité, ce qui permet justement d'emmagasiner de l'énergie lorsque la demande est plus faible et de produire plus d'énergie lorsque la demande est plus élevée, évidemment jusqu'à la limite de puissance là, des génératrices installées. Alors, la puissance totale, c'est 176 TWh. C'est assez pour alimenter le Québec pendant environ 1 an. Autrement dit, on pourrait, si il n'y avait une sécheresse totale, il n'y avait aucune pluie qui tombait, on pourrait vider les réservoirs pendant 1 an et on aurait assez d'électricité au Québec. Évidemment, il pleut tout le temps et c'est même, Hydro-Québec s'intéresse beaucoup aux prédictions climatiques pour savoir dans le futur, est-ce qu'il va y avoir plus de pluie, moins de pluie, pour savoir si ils vont toujours être capables de produire de l'électricité. C'est très important pour eux. Et ici, Éric Martel, c'est un ancien du département qui a eu son baccalauréat au début des années 90, qui a été PDG d'Hydro-Québec de 2015 à 2020. Il y a combien de bornes de recharge pour les véhicules électriques en fonction au Québec? Et j'ai été obligé d'aller vérifier sur Internet parce que ce nombre-là augmente à chaque année. Donc, est-ce qu'il y en a seulement 500 ou 100? Oh, j'ai mis ça à l'envers ici. 1000, 2000, 4000. En fait, c'est 7000 bornes qui sont installées. On parle de bornes ici qui sont publiques et non pas des bornes aussi que les gens peuvent avoir chez eux. Et ici, on voit Louis Tremblay, qui est président cofondateur de la société Adénergie, qui est une pionnière dans les bornes de recharge. Lui a cru à ça même avant que les gens s'intéressent aux véhicules électriques et fabrique des bornes ici au Québec et les vend partout en Amérique du Nord. On revient à l'informatique, au génie informatique. Pourquoi est-ce que ça, c'est un peu à la blague? Pourquoi est-ce que les ordinateurs travaillent avec des 1 et des 0? Peut-être que vous dites pourquoi, en fait, ça ne serait pas en base 10 ou pourquoi c'est ça? Évidemment, ce n'est pas parce que ceux qui les ont créés ne savaient pas compter plus loin que 1. Est-ce que c'est parce que l'électronique avec Transtar travaille dans 2 états? Parce que 10 comprend 1 et 0, parce que nous, on calcule en base 10. Parce que 0 et 1, ce ne sont ni des nombres premiers ni des nombres composés, donc il y a une espèce de raison mathématique profonde à ça. Il y a toujours des possibilités où on l'a ou on ne l'a pas. En fait, la réponse, c'est que les circuits électroniques travaillent à 2 états. On pourrait, en fait, avoir des circuits électroniques qui travaillent à plus que 2 états, mais c'est plus simple comme ça. Alors, à partir des 0 et des 1 de base, on peut construire un ordinateur, des circuits. Vous allez apprendre ça. Vous allez d'abord apprendre comment, dans le programme, comment on fait des circuits logiques. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on assemble ces circuits logiques-là pour faire comment est-ce qu'un processeur fonctionne. Et ensuite de ça, comment est-ce qu'un ordinateur au complet fonctionne. Je voudrais ici, juste rapidement, mais le professeur Louis va en reparler, dans notre programme, on a une séquence design. Bon, c'est très important, le design en ingénierie. Tous les programmes d'ingénierie doivent en contenir parce que c'est ce que les ingénieurs, la majorité des ingénieurs vont faire plus tard, c'est de concevoir des choses. Donc, le processus de design, on l'enseigne en 4 étapes. On commence en première année pour montrer la méthodologie, c'est-à-dire qu'on va, montrer aux étudiants, ils sont toujours en équipe, on va leur montrer justement comment travailler en équipe, comment faire de la gestion de projet sur un projet qui est sur papier, un projet théorique. Ensuite de ça, la modélisation en deuxième année. Le projet est généralement assez simple, le matériel est pas mal fourni, il n'y a pas beaucoup nécessairement de conception avancée à faire, mais c'est qu'on apprend à modéliser des systèmes physiques. C'est très important d'avoir un modèle qui est basé sur des mesures et basé aussi sur la théorie pour qu'on puisse faire des essais, qu'on puisse essayer différents paramètres sans être obligé de tester ça sur du matériel. Donc, c'est beaucoup plus simple de tester ça en simulation. Et en fait, ce qui est le livrable dans ce cours-là, c'est le livrable principal, c'est un simulateur qui modélise le système sous étude. Le design 3, c'est l'intégration. Ici, on voit un exemple
d'un système en design 3 qui est un petit robot qui doit donc se promener, aller probablement ramasser des petites tuiles et il y a des obstacles. Donc, il y a un système de vision. Et donc, ça prend évidemment de l'algorithmique, ça prend de la programmation, il y a du contrôle, beaucoup de contrôle, il y a de l'alimentation, etc. Donc, et là, on apprend à intégrer un système, c'est-à-dire à partir des sous-systèmes. Alors, l'équipe se divise en sous-équipes. Il y en a qui vont être chargés du contrôle, il y en a qui vont être en charge de la vision, il y en a qui vont être en charge de la programmation, il y en a qui vont être en charge des moteurs du robot comme tel. Et on doit évidemment se parler et à la fin, on assemble, pas à la fin, mais pendant la session, on doit assembler tous ces morceaux-là et les faire fonctionner. Et ça, évidemment, c'est très critique. Toujours en utilisant la méthodologie qu'on a apprise avant et aussi la modélisation qu'on a apprise avant. Et finalement, le cours de Design 4 de synthèse, qui est un cours où là, le projet n'est pas imposé aux étudiants, ce sont les étudiants qui forment leurs propres équipes et trouvent leur propre projet, un projet qui peut être dans l'industrie ou un projet qui peut être pour un professeur. Et là, on doit livrer quelque chose. Ce n'est pas juste une étude théorique, on doit livrer un produit. Ça peut être un logiciel, mais le plus souvent, c'est quelque chose de matériel qui comprend évidemment toujours une partie de programmation. Je n'ai pas vu beaucoup de projets où il n'y avait pas un microcontrôleur à l'intérieur pour même un projet qui est en électrotechnique. Il y a toujours des microcontrôleurs, donc il y a toujours une partie de programmation. Et c'est un projet qui se fait en équipe de 3 à 5 personnes. Donc, et ça se fait en quatrième année. Sur, cette fois-ci, 2 sessions. La première session, on fait le cahier de charge. Donc, on cherche le projet. Quand on a trouvé le projet avec le client, on établit le cahier de charge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et la session suivante, on réalise le projet. Les baccalauréats qu'on a en génie électrique, en génie informatique ne sont pas des baccalauréats coopératifs. Mais vous pouvez faire quand même jusqu'à 4 stages en entreprise. Donc, les stages vont se faire généralement ou en grande partie l'été parce que les cours se donnent à l'automne et à l'hiver. Donc, il y a des compagnies, comme Hydro-Québec qu'on a mentionné, des compagnies de génie conseil comme BPR, des petites compagnies de high-tech comme Nutac, de grosses compagnies high-tech comme Olympus, Thales, ici Alstom qui est une fabrique du matériel roulant. Alors, vous pouvez faire ça à l'Université Laval, vous pouvez faire ça au gouvernement aussi. Donc, vous avez une combinaison d'institutions, de grandes entreprises, de petites entreprises, de bureaux de génie conseil qui offrent des stages qui peuvent être en grande partie dans la région de Québec, mais ça peut être aussi à l'extérieur de la région de Québec. Il y a un stage obligatoire, par contre, je dois le mentionner, donc il faut faire au moins un stage en 2e année. Et évidemment, toutes ces compagnies-là aussi, ce sont les futurs employeurs de nos finissants. Et ça arrive aussi qu'après un stage, disons en 2e année ou en 3e année, à l'automne, la compagnie garde l'étudiant à temps partiel, des fois à distance, surtout à distance. Maintenant, ça s'est beaucoup fait à distance à cause de la pandémie. Donc, c'est quand même très, très intéressant pour les étudiants. Les employeurs potentiels, donc, ça peut être des centres de recherche, des entreprises de haute technologie, des entreprises manufacturières aussi, bien entendu, même si ce n'est pas du domaine du génie électrique, par exemple, des compagnies comme Alcan, qui, je ne sais pas si ça existe encore Alcan, mais je l'avais ici. Donc, des compagnies qui extraient du minerai, des papetières, des compagnies chimiques, pétrochimiques, donc où on a besoin de contrôle de procédés. Les firmes de génie conseil, bien entendu, par exemple, les firmes de génie conseil, autant dans l'électricité du bâtiment que les firmes de génie conseil en construction ou dans le domaine de contrôle dans les usines, et évidemment les gouvernements. Et je vous remercie beaucoup. Donc, je vais céder le contrôle à mon collègue Wang Louis qui va vous donner beaucoup plus de détails sur les programmes. Merci, M. Fortier. Bonjour tout le monde. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter en détail
les deux programmes de génie électrique et génie informatique. Je commence par partager l'écran. Et c'est cet écran-là que je voulais voir. Voilà. Alors, les deux programmes, génie électrique et génie informatique, sont étroitement reliés. Ce sont deux programmes de 120 crédits et on commence par le baccalauréat en génie électrique. Voilà le programme, une survol du programme. Alors, dans ce programme génie électrique, ici, vous avez les cours obligatoires et des cours options. Les cours obligatoires comptent pour 105 crédits et les cours options comptent pour 15 crédits. Dans le bloc obligatoire ici, vous avez des cours qui sont communs avec le génie informatique et les cours spécifiquement génie électrique. Alors, les cours en rouge et les cours en vert, ce sont des cours en commun avec le génie informatique, c'est-à-dire que vous avez dans le bloc rouge ici des cours de base de mathématiques. Vous avez 4 cours de mathématiques. Et aussi, le deuxième bloc ici, c'est des cours en circuits et systèmes. Circuits, signaux et systèmes. Alors, vous avez 6 cours ici. Ensuite, on a aussi 4 cours communs en génie électrique et génie informatique, bien sûr. C'est des cours de programmation, 4 cours de programmation. Et le bloc ici, ça, c'est les 4 cours de design. Design 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le cours où vous apprenez la conception et la réalisation des projets et la gestion des projets aussi. Les cours en vert ici, ça, c'est des cours de formation complémentaire qui sont exigés par le bureau d'agrément des programmes en génie. Vous avez 3 cours ici, en économie, en développement durable, éthique, professionnalisme. Vous avez aussi des cours sur la santé et sécurité pour ingénieurs, un cours de langue et un cours de gestion. Voilà la partie qui est commune pour les deux génies, génie électrique et génie informatique. Maintenant, pour le génie électrique, vous avez des cours qui sont spécifiquement génie électrique. Ici, ça concerne essentiellement le génie électrique. On sait bien que dans le programme de génie électrique, c'est le programme où on focus surtout sur le matériel, c'est-à-dire les équipements électriques. Alors, vous avez ici des circuits électroniques, des cours sur l'énergie électrique, des cours sur les transmissions des ondes, des systèmes de communication et les cours ici sur l'analyse numérique et matériaux. Ce qui est important ici, c'est que vous avez un cours obligatoire en stage. Ça, c'est le cours de stage obligatoire qu'on doit réaliser à partir de deuxième année. Les cours en bleu ici, c'est les cours à option. Vous avez ici 6 domaines de spécialisation avec une quantité incroyable de cours ici que vous pouvez choisir. C'est-à-dire 15 crédits, ça représente 5 cours. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel cours dans n'importe quel domaine de spécialisation ici. Vous avez automatisme et commande industrielle, communication, énergie électrique, photonique, système ordonné et des microsystèmes. Alors, vous avez quand même un choix assez important de cours à choisir suivant votre orientation de formation. Et ici, vous avez 3 cours de stage optionnels que vous pouvez réaliser dès la première année. Dès la première année, vous pouvez réaliser le stage numéro 1 ici, et ensuite les stages numéro 2 obligatoires, et ensuite 3 et 4, vous pouvez réaliser par la suite pendant l'été normalement. D'accord? Voilà le cheminement normal proposé à des étudiants qui commencent les études en automne.
normalement. D'accord? Mais on peut commencer aussi en hiver, sauf c'est qu'en hiver, on a un autre cheminement qui est un peu différent. Là, c'est le cheminement normal pour les gens qui commencent à l'automne. Ça, c'est pour la session automne 2021, mais pour l'automne 2022, ça va être quelque chose de semblable. C'est-à-dire que ici, dans le cheminement, vous avez ici le cheminement sur les 8 sessions, enfin les 8 sessions, plus l'automne, hiver, juste y compris les sessions d'été ici, les sessions, enfin le nombre de crédits, le nombre de cours qui ont été planifiés de telle sorte qu'il y a un certain équilibre entre le nombre de crédits par session qu'on peut prendre. Par exemple, ici, si vous commencez à l'automne 2021, vous avez 15 crédits de cours à faire, ensuite 15 crédits, ensuite 15 crédits, 14 crédits, parce qu'il y en a des cours qui sont 4 crédits et puis on ne peut pas toujours répartir de façon égale. Alors ici, vous voyez que durant les 2 premières années, pratiquement, enfin, vous avez des cours qui sont en commun. En génie électrique, on a des cours en commun avec le génie informatique. Tous les cours en rouge, ça, c'est des cours qui sont communs et obligatoires pour GEN et GIF. Et les cours en vert, bien sûr, ici, c'est des cours de formation complémentaire qu'on peut faire un peu plus tard dans le cheminement. Mais il faut commencer par des cours obligatoires avant tout. Les cours obligatoires pour spécifiquement génie électrique, c'est des cours en blanc ici. Et le stage ici, ça, c'est le stage obligatoire qu'on devait faire en deuxième année. Été, deuxième été. Ensuite, ça, c'est les cours options. Bien sûr, on les prend à la fin de cheminement. À la fin du cheminement, lorsqu'on a tous les prérequis nécessaires pour suivre ces cours-là. En génie informatique, vous avez exactement la même, disons, la structure du programme, c'est le même. Vous avez ici des cours qui sont obligatoires de base et obligatoires complémentaires, qui sont communs avec le génie électrique. Ce qui est spécifiquement génie informatique, ce sont des cours en blanc ici. Vous avez des cours d'électronique, parce que comme l'ingénieur informaticien travaille aussi avec le matériel, mais il travaille par exemple sur la conception des systèmes numériques programmables, c'est-à-dire des FPGA, des microcircuits qui sont utilisés dans les microcontrôleurs et les microprocesseurs. Et ici, ça, c'est des cours spécifiquement génie informatique, des systèmes d'exploitation, l'architecture des microprocesseurs, des systèmes microprocesseurs, des systèmes embarqués en temps réel, etc. Il doit s'occuper aussi, vous avez aussi des cours en réseau de transmission de données, les génies logiciels, des algorithmes, et ça, c'est des cours de base en mathématiques et en électromagnétisme. Le stage ici, c'est le cours de stage obligatoire qu'on doit faire en deuxième année. Au niveau des cours options, le génie informatique, on a 12 crédits à faire. 12 crédits, c'était les 4 cours dans quatre disons, domaines de spécialisation. On peut travailler en microélectronique, c'est-à-dire la conception des circuits microélectroniques, des chips, et pour le traitement de signal, pour la commande industrielle, des choses comme ça. Ou on peut travailler dans les systèmes d'information. On peut s'intéresser à des systèmes d'information, informatique mobile, des données massives, et voilà. Ou en réseautique, c'est-à-dire des réseaux de transmission de données, différentes techniques de transmission de données, ou dans les systèmes intelligents. Des systèmes intelligents, c'est des systèmes embarqués où on fait le traitement de vision, le traitement de vision numérique, ou des systèmes à apprentissage automatique, la robotique mobile, dans les systèmes robotiques mobiles.
Et bien sûr, ici, on a 3 cours de stage optionnels qu'on peut le faire dès la première année. Disons, pour répondre, voilà le cheminement pour le programme de génie informatique. C'est très semblable au cheminement de programme de génie électrique, comme on avait vu tout à l'heure, d'accord, durant pratiquement deux ans au début. Ici, vous avez des cours en commun, en rouge ici. Ça, c'est des cours de base en commun pour les 2 génies. Et ensuite, on fait des cours spécifiquement génie informatique en 2e et 3e année. Et la 4e année, on fait bien sûr des cours options ici à la fin du parcours, à la fin de cheminement. Une chose assez intéressante à mentionner, c'est-à-dire que le cours Design 1, Design 2 et Design 3, Design 4 forment, disons, une série de cours qu'on doit réaliser le long des 4 années. Le cours Design 1 en première année, Design 2, 2e, Design 3 en 3e, et le cours Design 4, ici, c'est en 4e année, sauf ce qu'il peut être réalisé, il doit être réalisé en 2 étapes, un cours de 1 crédit au début, qu'on va définir le projet, et dans le cours de 3 crédits qu'il va faire dans la session suivante, c'est la réalisation du projet. Voilà. Et disons, pour vous donner une idée sur la différence entre le génie électrique, génie informatique et le génie logiciel, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui se posent des questions. Quelle est la différence entre ces 3 génies qui travaillent apparemment dans le même domaine? C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le génie, dans un système électronique moderne aujourd'hui, d'accord, il y a toujours 2 parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Le génie électrique travaille essentiellement dans le matériel. Dans le matériel, c'est les équipements, les chips, des microprocesseurs, des moteurs électriques, voilà, tout ce qui touche le matériel, qui fait le traitement de l'énergie électrique. Tandis que le génie logiciel, c'est le côté entièrement logiciel. Et le génie informatique, c'est quelque chose entre les deux, parce que le génie informatique doit toucher au logiciel et aussi doit toucher au matériel. Alors, on peut distinguer ces 3 génies si on regarde les domaines de spécialisation ici, d'accord? Par exemple, en génie électrique, vous avez les domaines de spécialisation qui sont vraiment orientés vers le matériel. Automatisme et commande industrielle, communication, énergie électrique, photonique, système ordinaire, microsystème. Tandis qu'en génie logiciel, vous avez ici des concentrations. C'est un autre nom, mais c'est la même chose, c'est-à-dire c'est domaines de spécialisation. On fait le traitement de données massives, des jeux vidéo et réalité virtuelle, des systèmes industriels embarqués, sécurité informatique. Ça, c'est les études ou des réalisations essentielles, uniquement logicielles. Tandis que en génie informatique, on fait les deux. Hein? On fait les deux, matériel et logiciel. Vous avez le microélectronique, le système d'information, qui comprend les 2 parties, matériel et logiciel. Réseautique et le système distribué, c'est exactement la même chose. Vous avez matériel et logiciel. Et les systèmes intelligents, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, ce tableau, disons, résume un peu toutes les caractéristiques de programmes génie électrique et génie informatique qu'on voit ici. Hein. C'est un baccalauréat en ingénierie, c'est le diplôme qu'on va obtenir à la fin de la formation. 120 crédits et la durée normale, c'est 4 ans. Et en génie électrique, on forme des ingénieurs électriciens et électrotechniciens.
et le diplômé est admissible à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Pour travailler comme ingénieur dans la province du Québec, il faut être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Voilà les domaines de spécialisation. Les profils, la même chose pour le génie informatique, bien sûr. Les profils d'études, à l'Université Laval, vous pouvez faire le profil distinction, le profil entrepreneurial ou international. Bien sûr, on peut faire le profil normal qui n'en a aucune attribut, mais on peut faire ces trois profils d'études-là. Et pour les stages, on avait déjà dit un stage obligatoire et 3 stages optionnels. OK, alors j'ai terminé avec ma présentation. Je vais éliminer le partage. Voilà. Merci, Wang. Juste une chose à rajouter, ça m'a fait penser quand tu parlais des profils, il y a une particularité en génie électrique, c'est qu'il y a aussi un cheminement IGEE, qui est l'Institut du génie d'énergie électrique, qui est une organisation qui est financée en partie par Hydro-Québec, mais par d'autres compagnies aussi, où on offre de la formation universitaire à Montréal. Donc, les étudiants qui sont dans ce parcours-là, ce cheminement-là, donc, sont sélectionnés. On prend à partir d'une certaine moyenne cumulative. Ils prennent la majorité des cours à l'Université Laval, mais ils peuvent prendre 1 ou 2 cours, typiquement à l'hiver de la dernière année à Montréal. Et là, ça permet de rencontrer d'autres collègues d'autres universités. Il y a il y a un esprit de groupe, de cohorte. Et aussi, vous êtes en contact avec des compagnies, des entreprises, pas seulement Hydro-Québec, mais des entreprises, par exemple, comme Alstom et autres. Et donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'électrotechnique, c'est-à-dire donc l'utilisation de l'énergie électrique. Donc, c'est ça. J'ai mis dans le chat, si vous allez voir, d'abord, j'avais mentionné la période d'échange sur les conditions d'admission à 11 h et à 13 h. Donc, si vous avez des questions sur les conditions d'admission. Juste brièvement, pour les conditions d'admission, si vous avez ceux qui viennent du Québec, si vous avez un cégep en sciences de la nature, vous êtes admis. Si vous n'avez pas votre DEC en sciences de la nature, mais que vous avez tous les cours de sciences et de maths, ça va aussi. Donc, mais il y a des cas particuliers. Ceux qui viennent de l'extérieur, ça dépend des études antérieures que vous avez faites dans votre pays respectif. Est-ce que vous avez 12 ans ou 13 ans de scolarité avant l'université? C'est possible que vous deviez faire une année préparatoire où vous faites essentiellement les cours que les étudiants québécois font au cégep, les cours de maths et de sciences. Ces cours-là sont donnés à l'Université Laval. J'ai aussi mis un lien pour clavarder avec la responsable de promotion et d'information sur les études, si vous avez des questions supplémentaires. Et aussi, pour ceux qui sont de la région de Québec ou pas trop loin, il y a 2 visites de laboratoire, donc laboratoire à la Faculté de sciences et génie, là, essentiellement les laboratoires d'enseignement et aussi de l'information sur les programmes. L'horaire pour l'inscription, c'est soit le 18 novembre, ou le 20 novembre. Donc, le 18 et le 20, c'est un samedi et le 18, c'est un jeudi. Jeudi, c'est en fin de journée, ça commence à 16 h. Et le 20 novembre, c'est dans la journée. Là, je ne me rappelle plus de l'heure, mais c'est indiqué sur l'inscription. En génie électrique et en génie informatique, ce qu'il va y avoir, c'est essentiellement dans un laboratoire où se fait le cours de Design 3. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vous expliquer la séquence design avec plus de détails, un étudiant, et aussi 2 étudiants représentant 2 projets étudiants. Je pense qu'il y a le GOAL, qui est la fusée GOAL, et l'autre, c'est peut-être Robocop ou un autre de projet, parce que vous pouvez aussi, pendant votre baccalauréat, pendant vos études, participer à des projets, des groupes étudiants qui font des choses en dehors des cours, comme une voiture électrique, comme une fusée. Donc, ce qui est d'intérêt pour les étudiants en génie informatique ou électrique, c'est toute la question de transmission des signaux, donc la réception de signaux de ce qui se passe dans la fusée pendant son vol. Et aussi, donc, Robocop, qui est un robot qui joue au soccer.
Alors, on va, donc, comme je vous disais, on a présenté surtout les études de premier cycle. Je peux peut-être répondre aussi à certaines questions si vous avez des questions sur la maîtrise et doctorat. Mais essentiellement, pour la maîtrise et le doctorat, deux choses rapidement, s'il y en a qui sont là-dedans. La première chose, c'est que vous devez contacter un professeur pour qu'il accepte d'être votre superviseur à la maîtrise ou au doctorat, sauf si vous voulez faire une maîtrise de cours. À ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir un superviseur au départ, mais ça prend un superviseur, il y a un essai à faire, mais vous n'avez pas besoin d'emblée d'avoir un professeur qui va chapeauter vos études. Les frais de scolarité pour les étudiants étrangers sont assez élevés. Au baccalauréat, sont assez élevés à la maîtrise. Par contre, au doctorat, vous payez les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Et aussi, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat de recherche, lorsque vous faites un mémoire ou une thèse, vous êtes supporté financièrement par le professeur pour vous permettre de vivre décemment. Alors, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez peut-être les poser sur soit le chat ou soit en levant votre main électroniquement. Et on pourra répondre aux questions que vous avez sur des programmes. Ou peut-être vous pouvez simplement ouvrir votre micro et poser votre question. Allô, est-ce que je peux me permettre? Oui. Comme les programmes de génie électrique et génie informatique sont très joints, je me demandais si, admettons qu'on commence en génie électrique ou informatique, après la première année ou la première session, si c'est possible de changer de un à l'autre. Oui, oui, c'est possible. Comme si on pourrait remettre oui, c'est tout à fait possible. En fait, c'est les mêmes cours à peu près la première année. Donc, oui, vous pouvez changer. Même en deuxième année, il n'y a pas trop de retard. Je vais en profiter pendant que tu m'as lancé juste pour en poser une petite autre rapide. Moi, j'ai étudié dans le fond en animation 3D. J'ai fait un peu de travail, puis là, je retourne aux études. Fait que j'ai aucun des prérequis nécessaires. Fait que je me demandais si c'était possible de. Je sais que je peux rentrer pour commencer par mes cours préparatoires à la session d'hiver. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ce qui me manque en OK. Excusez, j'ai pas. Pouvez-vous répéter la question? Oui, je me demandais dans le fond si ça va être possible de faire mes cours préparatoires genre en maths et en sciences pendant la session d'hiver et la session d'été pour espérer commencer en session d'automne. Je sais que la session d'hiver, les cours s'offrent. La session d'été, c'est moins certain. Il faudrait peut-être justement vous informer là, auprès des gens qui font l'admission. Je ne suis pas sûr si les cours, je peux juste peut-être aller vérifier rapidement. Je ne veux pas vous induire en erreur non plus, là. Mais par exemple, il y a un cours de calcul différentiel. Oui, j'ai vu que c'est donné à l'été 21. Donc, c'est peut-être possible. Il faudrait vous informer. Moi, je dis que c'est peut-être possible. C'est good. Merci. OK, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Habib. J'ai une question concernant les rapports d'appréciation. Moi, j'ai une équivalence du bac. Moi, mes études, je les fais hors de Canada. Oui. J'ai fait un an aussi ici au Canada. Parce que pour les rapports d'appréciation, je dois contacter mes profs de l'université hors Canada ou je peux seulement envoyer à mes profs ici. Là, vous voulez dire appréciation, c'est quoi? C'est pour rentrer à la maîtrise? Oui, à la maîtrise en informatique. Ah, ben, en informatique, mais OK, mais je pense que oui, peu importe, ça peut être des professeurs que vous avez eus ici aussi, là. Oui. OK, merci, c'est ça ma question. OK. OK, il y a une question ici. Quelles sont les différences dans les cheminements en génie électrique en hiver et en automne? Est-ce qu'il y a des cours? Oui, ça va être un peu différent parce qu'il y a des cours qui ne se répètent pas. Mais par contre, il y a des cours qui se répètent comme le cours ordinateur, structure, application et le cours. Je peux peut-être vous montrer, je pense que j'ai un exemple de cheminement à l'hiver, juste un cheminement type, que ce soit génie électrique ou génie informatique, là, ça va être assez semblable. J'en ai un ici, génie informatique hiver 21. Je vais juste vous le montrer. Oups, attendez un peu.
Non, il y a trop de fenêtres ouvertes. Là. Et on va partager et on va y aller. OK. Donc, alors, vous voyez ici ce qui arrive si vous arrivez à l'hiver. Vous avez santé et sécurité qui, normalement, se prenait plus tard, se prend en première session. Le cours de programmation se donne aux 2 sessions, pas de problème. Le cours de maths aussi, l'autre cours de maths aussi. Et vous avez un cours de gestion. Donc, comme les cours ne se répètent pas parfaitement, vous avez peut-être un peu plus de cours complémentaires. Ensuite de ça, à l'automne, vous avez un cours de stats qui peut-être se prenait plus tard. Là, vous avez le cours de circuit. Ce qui arrive finalement, c'est que vous venez en phase avec les étudiants qui arrivent l'automne suivant après 2 sessions. Parce qu'il y a des cours vraiment obligatoires qui se donnent seulement à une session, soit l'automne, soit l'hiver. Donc, vous terminez quand même en 4 ans, mais le cheminement au début est un peu différent, puis après ça, il devient à peu près semblable. Vous revenez en phase, mais avec ceux qui sont arrivés à l'automne après vous. Mais il n'y a aucun souci à se faire, il n'y a pas de retard. Et ensuite de ça, vous prenez des cours d'électronique ou aussi d'électromagnétisme et tout ça, puis ça continue les cours de design à l'hiver. Donc, au lieu de le prendre dans votre 2e session, vous le prenez le cours de design en 3e session, mais c'est la session d'hiver. Okay? Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là pour les retards qu'il peut y avoir. Je vais juste arrêter de partager. Une autre question, peut-être. OK, là, beaucoup de questions. OK. Une bourse d'études à l'Université Laval, comme je vous dis, pour le baccalauréat, il n'y en a pas vraiment. Mais pour les étudiants de maîtrise et de doctorat, avec recherche, les professeurs vont vous supporter. Et pour le bac, là, il n'y a pas vraiment de bourse d'études. Pour les étudiants étrangers. Pour les étudiants québécois, évidemment, il y a le programme de pré-bourse du gouvernement où, évidemment, ça dépend de votre statut, indépendant ou non des parents, puis du salaire de vos parents, des revenus de vos parents. Mais pour les étudiants étrangers, il n'y a pas vraiment de support. Je ne crois pas. Là. Il n'y a pas de bourse d'emblée. Bon, oui, il y a des. Si vous avez vu là, la présentation de M. Lowy, vous pouvez vous spécialiser entre autres en électronique, en automatique. On a une spécialisation automatique et il y a certainement une spécialisation aussi. Je voulais juste la voir ici. On a une spécialisation microsystème, en fait, qui est de la microélectronique. Parce que vous voyez l'électronique de base. Et ensuite de ça, il y a différents types d'électronique. Par exemple, il y a des cours d'électronique de puissance. Il y a des cours après ça de microélectronique. On n'a pas de cours, par exemple, d'électronique haute fréquence, mais vraiment la spécialisation électronique se fait plutôt en microélectronique, soit numérique ou numérique et analogique. C'est ça. OK. Ici, je suis au Sénégal et je fais de la programmation logicielle. Si vous voulez faire du logiciel pur, le programme de génie logiciel est probablement plus approprié ou un programme de baccalauréat en informatique. Les programmes de génie sont d'une durée de 4 ans. Les programmes de baccalauréat en informatique, le programme est d'une durée de 3 ans. Ça, pour l'année préparatoire, là, il faudrait vraiment vérifier avec les gens à l'admission. Là, je ne peux pas me prononcer, il faudrait que je voie le dossier. Ça dépend encore une fois si vous avez 12 ou 13 ans. Et là, évidemment, les experts là-dedans pour l'admission connaissent les systèmes d'éducation dans les différents pays et savent qu'un étudiant qui provient de tel pays en Afrique, on doit lui donner une année préparatoire ou non. Mais c'est vraiment là, aller voir les gens à l'admission. Mais Paul, c'est déjà indiqué dans l'offre d'admission s'il faut une année. C'est probablement dans l'offre d'admission. OK, d'accord. Oui. Dans votre offre d'admission, ça a été fait. Si vous dites que j'ai déjà une admission en génie informatique, c'est indiqué. Est-ce qu'il y a un cours en maîtrise pour le génie informatique? Non, pas vraiment. Ceux qui sont en génie informatique, en fait, c'est la maîtrise en génie électrique. On n'a pas de maîtrise en génie informatique, mais on a des professeurs qui enseignent des matières plutôt génie informatique et qui ont des projets à offrir aux étudiants en maîtrise et même au doctorat. Par exemple, des gens qui sont en vision artificielle, vision robotique, des gens qui sont en traitement des images, des gens qui sont en intelligence artificielle. Vous allez avoir, c'est un programme de génie
maîtrise en génie électrique, mais en fait, c'est du génie informatique. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les... Je pense que oui. Oui. Ouais. S'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Oui. Je voulais juste encore vous dire, regardez là, dans la période d'échange sur les conditions d'admission. Si vous avez encore des questions, à 11 h tout de suite après, allez voir dans le chat, il y a un lien. Ensuite de ça, bon, ceux qui sont à Québec pour la visite des laboratoires là, ou dans la région de Québec. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai ici un petit document sur les conditions d'admission. Je ne sais pas si ça peut être intéressant de regarder, mais sinon, il peut aller voir les gens de l'admission. Oui. Les conditions pour les personnes qui ne sont pas au Québec. Ben, Voilà. là, ce que je veux dire, c'est les conditions d'admission. Là. Est-ce que tu as ça là-dedans? La différence entre les trois profils de distinction internationale. OK. Ben ça, ces profils-là, premièrement, vous les choisissez après 2-3 ans. Là, le profil distinction, c'est vraiment, il faut avoir une moyenne, je pense, de 3,67, autrement dit, un A- là, dans ces eaux-là. Et les cours à option, vous faites la version deuxième cycle du cours à option. Que tous les cours à option qu'on a, ou la très grande majorité des cours à option, c'est des cours de niveau 4000, mais il y a un pendant 7000 qui est le niveau que les étudiants à la maîtrise et au doctorat le cours que les étudiants à la maîtrise et au doctorat vont prendre. Donc, vous prenez vos cours à option comme les étudiants de maîtrise et de doctorat. Donc, c'est des cours des fois qu'on demande un travail supplémentaire, un mini-projet, tout ça. Ce qui est intéressant après ça, c'est que si vous faites une maîtrise, vous avez déjà vos cours de maîtrise de fait, vous pouvez terminer plus rapidement. Le profil entrepreneurial, il y a des cours à prendre. Donc, le cours de gestion, ça va être, je crois, un cours sur l'entrepreneuriat et il y a d'autres formations. Donc, ça, c'est si ça vous intéresse de partir une entreprise après votre baccalauréat. Et le profil international, essentiellement, c'est que vous allez passer une session, je ne pense pas 2, mais une session à l'étranger. Donc, 2 sessions. Jusqu'à 2 sessions à 1 l'étranger. à 2. Et on a des ententes avec différentes universités dans différents pays, surtout en France. Et là, les cours sont un peu déterminés à l'avance. Il y a une certaine souplesse. Si vous voulez faire ça, encore une fois, ça risque d'être surtout en 3e ou 4e année. Donc, il n'y a pas de presse au début, là, quand vous êtes dans le programme. Quand vous rentrez, vous avez plusieurs mois, même années, avant de vous décider si vous voulez faire un profil ou un autre. Et là, c'est que vous allez suivre vos cours à l'étranger, mais ils sont crédités après ça dans votre baccalauréat. Est-ce qu'il y a une visite du campus en temps de COVID? Oui, en fait, c'est la visite. Le campus comme tel au complet, je ne pense pas, mais ce que j'ai mis, là, c'est soit jeudi le 18 ou samedi le 20, vous allez pouvoir visiter le département. Donc, si vous voulez visiter le campus, vous pouvez toujours y aller par vous-même, puis faire le tour un peu. Je pense que les édifices ne sont pas barrés non plus. Vous rentrez un samedi, puis vous pouvez aller vous promener librement. Là. Il faut juste porter un masque. Un master en électromécanique en Algérie, je devrais faire une maîtrise en génie électrique à l'Université Laval. Oui, c'est possible. Comme je vous dis, il faut contacter un professeur. Si c'est électromécanique, ça risque d'être probablement en électrotechnologie. Donc, vous allez voir sur le site web, vous regardez les professeurs. Il y a des professeurs qui sont en électrotechnique et vous les contactez. Et s'ils acceptent, là, ils vont regarder votre dossier. C'est peut-être bon d'avoir peut-être une petite lettre de motivation là, et peut-être de mettre même vos relevés de notes et votre signature. Oui, c'est possible. On peut vous reconnaître des crédits faits dans une autre université. Ça s'est déjà fait. Une université étrangère. Il faut qu'on regarde, c'est vraiment au cas par cas. Mais ça se fait. Même la même chose, si un étudiant avait commencé à l'Université de Sherbrooke ou à l'École polytechnique ou à l'Université du Québec à Chicoutimi, veut continuer à l'Université Laval, on va pouvoir le faire. On peut, en général, si c'est une année, on va probablement regarder cours par cours.
On va essayer de voir si vous avez fait un cours de programmation. On va peut-être vous le créditer, mais ça dépend parce que nous, par exemple, en programmation, c'est le langage Python et C++. Si le seul cours de programmation que vous avez fait, c'est par exemple du MATLAB, ben on ne pourra pas vous créditer le cours de Python. Probablement que les cours de mathématiques, on pourra vous les créditer, mais certainement qu'il y a une partie de vos cours qui pourront être crédités. Est-ce qu'un stage en international a les mêmes exigences que le profil international? Ben, c'est un stage, vous voulez parler d'un stage, si c'est un stage d'un travail à l'international, il n'y en a pas beaucoup d'étudiants qui vont travailler à l'international. Nous, nos stages, habituellement, c'est surtout dans la province de Québec. Là. Mais si vous trouvez un stage à l'international, on pourra s'arranger pour le faire compter comme un stage. Mais il n'y a pas vraiment je parle pour les exigences, là, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Là. Le profil international, je pense corrige-moi, Wang, mais je ne sais pas si on exige une certaine moyenne, là, mais peut-être pas du moment qu'on soit encore dans le programme. Est-ce qu'on exige 2,5 de moyenne? 2,67. 2,67, OK. Ce qui est à dire un B-, OK. Oui. Pour demeurer dans le programme, ça prend 2 de moyenne, c'est-à-dire une moyenne de C. Sachant que j'ai fraîchement un certificat en management à l'FSA de l'Université Laval. Ça, c'était la suite de l'autre. OK, ouais, les stages Sigma, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est-à-dire que si vous pouvez faire un stage Sigma à l'international, certainement. Ben, le profil entrepreneurial, en fait, c'est à l'intérieur du programme. Il faut d'abord s'inscrire dans le programme. Le profil entrepreneurial, si vous allez voir sur le site web la description du programme, le profil, c'est 2-3 cours. Ce n'est pas tout le bac. Alors, c'est vraiment juste un peu une spécialité. Là. Alors, oui, vous pouvez certainement, mais vous allez, tout le bac au complet ne sera pas très différent. Là. Monsieur en Centrafrique, j'aimerais savoir davantage si un étudiant étranger ne répond pas aux critères de cours, par exemple, le génie informatique. Je ne comprends pas la question. Là. Si vous voulez, en fait, pour entrer dans le génie informatique, on va exiger essentiellement des connaissances qui sont équivalentes aux cours de sciences qui sont donnés au cégep, c'est-à-dire qu'il y a des cours de physique de base, des cours de chimie de base, et des cours de mathématiques où on voit le calcul différentiel et intégral, mais de base aussi. C'est à peu près ça. Donc si vous n'avez pas ce profil-là, et ça, c'est l'admission, et dans votre offre d'admission, ça va être indiqué, comme le professeur Louis l'a mentionné, ben, ils vont vous donner quels sont les cours que vous devez suivre. C'est des cours que vous pouvez suivre à l'Université Laval avant de vraiment commencer le programme. J'ai une Master 2 en électrotechnique, entre 10 et 11. Ben, je ne sais pas, là. Encore une fois, ça, il faudrait voir avec Des fois aussi, un professeur comme tel qui peut accepter de vous encadrer à la maîtrise n'est pas certain. Là, il va peut-être à ce moment-là demander au directeur de programme, mais là, des programmes de 2e et 3e cycle en génie électrique, est-ce que cet étudiant-là est admissible? Le mieux que vous puissiez faire, c'est vous n'êtes pas obligé de faire une demande d'admission formelle, là. Contactez un professeur. Si lui est intéressé par votre candidature, après ça, lui pourra s'adresser au directeur de programme pour voir si vous êtes admissible. Je pense qu'une maîtrise sans mémoire, non, c'est ça exactement. Si vous faites une maîtrise sans mémoire, vous n'avez pas besoin de directeur de thèse ou directeur de mémoire. Vous êtes admis selon votre dossier. Mais à la fin de la maîtrise avec mémoire, avec essai, en fait, avec de cours, il y a un essai, donc il faut trouver un professeur qui va vous encadrer. Mais généralement, c'est assez simple de trouver un professeur parce que là, ce n'est pas une thèse, c'est un gros projet qui se fait en une session. Le pourcentage d'insertion, c'est très élevé. C'est à peu près tout le monde se trouve un emploi. D'abord, il y a des gens qui continuent à la maîtrise au doctorat, mais c'est en haut de 90 % ou c'est pratiquement 100 %. Là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui chôment après le bac.
Écoutez, il est passé 11 heures. Donc, et je dirais aussi que pour l'insertion, c'est à peu près toutes les universités au Québec ont les mêmes taux. C'est très, très bon. Il y a une pénurie d'emplois présentement. Ils sont prêts à élaborer des programmes, des financements pour augmenter le nombre d'étudiants en génie. Donc, ça va très bien de ce côté-là. 4 ans de formation en électricité industrielle, il faudrait voir si c'est au niveau d'un programme de premier cycle universitaire. Oui, vous pourriez aller à la maîtrise. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, oui. Par exemple, si je fais une maîtrise sans mémoire, est-ce que je peux aller vers le 3e cycle ou non? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas le chemin normal. Une des choses qui peut arriver, c'est que vous pouvez commencer votre maîtrise sans mémoire et là, sur place, vous pouvez rencontrer des professeurs, discuter avec eux, puis peut-être après une session, puis après les cours que vous avez faits, bien là, vous pouvez aller avec une maîtrise avec mémoire. Mais il y a très peu d'étudiants. Je pense que là, je ne veux pas m'avancer, c'est peut-être possible, mais habituellement, les étudiants, à moins que, par exemple, votre maîtrise, vous ayez de très, très bonnes notes là, dans tous vos cours, là, et là, ça va dépendre des professeurs. Là. Je ne pense pas que c'est. Je dirais que administrativement, c'est possible, là, parce qu'on peut admettre même des étudiants au bac directement au doctorat là, qui sont exceptionnels. Là. Mais ce n'est pas la voie normale qu'empruntent les étudiants. D'accord. Merci. OK. Bon, écoutez, on va arrêter. Il est passé 11 heures. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, allez voir dans le chat là, les liens. Allez aussi sur la page web des Portes ouvertes là, où vous êtes inscrits. Tous les renseignements sont là. Alors, je vous remercie. Il y a 3 nouveaux messages et j'en remercie. Alors, je vous remercie beaucoup.